Le vent froid de la mer du Nord déchire les voiles, imprégnés de sel et de sang. Des guerriers aux tresses rudes et emmêlées se tiennent épaule contre épaule. Leurs cheveux flottent, tels des flammes au-dessus de l'acier. Pourquoi donc ces hommes, qui vivaient pour la bataille, ne se coupaient-ils pas les cheveux, à l'instar des Romains ou des Saxons? Pourquoi chaque viking considérait-il les longues mèches comme une partie de sa force? Une question dont la réponse est enfouie plus profondément qu'il n'y paraît, dans la culture même de la guerre, de l'honneur et de la peur de la mort. Et si tu écoutes jusqu'au bout, tu découvriras que leurs cheveux n'étaient pas un ornement, mais une arme, à la fois réelle et symbolique. Les premières mentions écrites des Scandinaves chevelus remontent aux chroniques anglo-saxonnes du IXe siècle. Les moines anglais, décrivant les hommes du Nord, les qualifiaient de « gens aux crinières de bêtes ». Les archéologues ont découvert des pennes en os, des ciseaux sculptés et même des miroirs en bronze dans une sépulture de guerriers sur deux. Ce n'était pas un hasard. Le soin des cheveux faisait partie de leur rituel de force. Les anciens Scandinaves nommaient les guerriers aux cheveux longs du mot skegja, qui signifiait barbu ou chevelu. Mais cela recouvrait bien plus qu'une simple apparence. À leurs yeux, les cheveux étaient le réceptacle du hugr, l'esprit, la puissance intérieure de l'être humain. Perdre ses cheveux signifiait perdre une partie de son âme. Imagine l'odeur du sang, mêlée à la graisse et à la fumée des feux de camp. Les guerriers, enduits de suie, démêlent leurs tresses avant le départ en expédition. Leurs cheveux absorbent la fumée, le sel et la sueur, des traces de victoires indélébiles. Lorsque les skaldes chantaient les héros, ils mentionnaient l'éclat de leurs tresses aussi souvent que le lustre de leurs épées. Selon les sagas, en particulier dans la saga de Njal, une insulte liée aux cheveux était considérée comme une humiliation appelant vengeance et effusion de sang. Si un ennemi saisissait un viking par les cheveux, ce n'était pas seulement une action physique, mais une atteinte à son honneur. De là est née la coutume d'entrelacer des lanières de cuir dans les cheveux, non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour éviter qu'en combat, personne ne puisse les saisir par la tresse. Ce rituel de protection capillaire recèle un terme connu des archéologues, la fibule, une attache métallique utilisée pour fixer les mèches. Elle était portée non seulement par les femmes, mais aussi par les hommes, en particulier ceux qui partaient en expédition lointaine. Ces éléments ont été découverts à Birka et Uppsala, des centres commerciaux vikings où la fusion de la symbolique guerrière et religieuse était indissociable. Mais les cheveux longs avaient une autre signification, celle de la liberté. Les esclaves et les prisonniers se voyaient raser la tête. Seul un homme libre pouvait arborer de longs cheveux. C'était un étendard vivant de son statut, un signe d'appartenance au monde de ceux qui tiennent l'épée, et non de ceux qui la servent. C'est pourquoi les jeunes hommes, en devenant guerriers, laissaient pousser leurs cheveux pour la première fois. À partir de ce moment, ils n'appartenaient plus ni à leur famille, ni à leur terre, mais seulement à l'épée et à la mer. Et pourtant, une question demeurait. Si les cheveux étaient un symbole d'honneur, pourquoi certains konungs ordonnaient-ils eux-mêmes à leurs guerriers de se les raser? Qu'est-ce qui les poussait à enfreindre une tradition considérée comme sacrée depuis des siècles? La réponse à cela est cachée dans le changement de la nature même de la guerre viking, lorsque l'image de la bête sauvage commença à céder la place à celle du combattant discipliné, et que les cheveux devinrent non seulement un ornement, mais un marqueur de pouvoir et de peur. Quand le Nord commença à changer, les cheveux devinrent une affaire politique. Vers la fin du IXe siècle, les expéditions vikings n'étaient plus de simples raids pour le butin, c'était un système complet, rois, vassaux, impôts, contingent naval. Et c'est alors que les cheveux longs se transformèrent en signe de pouvoir et d'appartenance à l'élite. Le roi Harald, que les chroniques nomment Harald à la belle chevelure, devint un symbole vivant de cette tradition. La saga raconte qu'il jura de ne pas se couper ni se peigner les cheveux tant qu'il n'aurait pas uni toute la Norvège sous une seule couronne. Et ce n'est qu'après la dernière victoire qu'il lava sa tête dans l'eau sacrée et coupa une mèche. Un acte non pas de vanité, mais de sacrifice aux dieux et à la terre elle-même. Ainsi naquit l'un des serments les plus étranges et puissants de l'époque, le vœu des cheveux. Les guerriers qui le prononçaient se nommaient les hommes libres de l'épée. Ils n'avaient pas le droit de se couper les cheveux tant qu'ils n'avaient pas achevé leur expédition ou vengé un frère tombé au combat.
On considérait que les cheveux absorbaient la colère et la douleur, devenant un rappel du devoir. C'était un vœu qu'il était impossible de rompre sans perdre son honneur. Dans ce rituel, un terme particulier était utilisé, le seydre, qui signifiait la connexion entre le corps et l'esprit à travers des objets physiques. Les cheveux étaient considérés comme un canal de cette force, un lien entre l'homme et les dieux. Les chamans, appelés vulva, utilisaient souvent des mèches de cheveux dans les rituels de divination. Ils les brûlaient en sacrifice à Odin pour connaître le destin d'un guerrier. Les découvertes archéologiques le confirment. Dans les sépultures sous Uppsala et Birka, des foyers avec des cheveux carbonisés ont été découverts, soigneusement disposés à côté des armes. Les chercheurs estiment qu'il s'agit des traces de crémation rituelle, liées au passage des âmes vers le Valhalla. Là où un chrétien aurait croisé les mains sur sa poitrine, le Scandinave s'en allait vers la mort avec une tresse, nouée de cuir, comme symbole de fidélité et de force. Mais les cheveux avaient aussi une signification pratique. Dans le nord, où l'hiver durait plus de 6 mois, les cheveux longs protégeaient du froid, du vent et de l'humidité marine. Les guerriers utilisaient de la graisse animale pour adoucir leurs mèches et les rendre hydrofuges. Les chroniqueurs anglais du IXe siècle écrivaient que leurs cheveux brillent comme enduits d'huile, et cette odeur peut être sentie à 1 mille. Pour les Vikings eux-mêmes, ce n'était pas un défaut, mais un signe de sauvagerie et de force. Un indice qu'ils vivaient selon les lois de la mer et de la guerre, et non selon celles des cours civilisés. Lorsque les compagnies guerrières scandinaves commencèrent à s'installer en Grande-Bretagne et en Francie, la confrontation des cultures devint inévitable. Les guerriers locaux portaient des coupes courtes, un symbole de discipline et de soumission. Les Vikings, eux, considéraient les cheveux courts comme un signe de faiblesse. Selon les descriptions des chroniqueurs francs, les guerriers du Nord se moquaient des tondus, les considérant comme des esclaves. Les cheveux étaient un marqueur visible de qui tu étais. Un homme libre, prêt à mourir pour son nom, ou un soldat, tenu d'obéir aux ordres. Cependant, tous les hommes du Nord ne respectaient pas les anciens vœux. Lorsque les Vikings commencèrent à servir dans les troupes mercenaires des rois chrétiens, ils durent se soumettre à de nouvelles règles. Au Danemark, à l'époque du roi Sven à la barbe fourchue, il existait déjà des directives exigeant que les guerriers se coupent les cheveux plus courts, afin de ne pas gêner dans les rangs. Au combat, une longue tresse pouvait devenir un piège. L'ennemi la saisissait et tirait la tête en arrière. C'est pourquoi les chefs militaires commencèrent à limiter la longueur des cheveux, surtout chez les guerriers à pied. Et pourtant, même alors, ils ne renonçaient pas à la symbolique. Si les cheveux longs étaient un signe de liberté, les cheveux courts, arrangés d'une manière particulière, devinrent un signe d'ordre. Une nouvelle apparence émergea, celle du guerrier aristocrate, avec une barbe soignée et les tempes courtes, mais avec une longue mèche à l'arrière de la tête. On l'appelait Heard Lock, du mot Heard qui désignait la garde personnelle du roi. Ce style distinguait l'élite, ceux qui avaient le droit de se tenir aux côtés du konung. Ainsi, les cheveux se transformèrent en un signe militaire, comme un bouclier ou un blason. Perdre une mèche signifiait perdre son statut, être banni du cercle des élus. Dans les sagas de Harald le Sévère, il est dit qu'il coupa lui-même les cheveux d'un guerrier qui avait jeté son épée sur le champ de bataille, et celui-ci mit fin à ses jours par honte. Ce culte des cheveux n'était pas seulement une mode, mais un système de symboles où chaque mèche avait une signification. Et pourtant, au sein de ces symboles, un changement commençait à mûrir. Lorsque le christianisme commença à pénétrer en Scandinavie, le nouveau Dieu apporta avec lui une nouvelle compréhension de la pureté, intérieure et non extérieure. C'est alors que les cheveux longs, considérés pendant des siècles comme un signe de force, commencèrent à se transformer en un souvenir de l'ancien monde qui s'enfonçait lentement sous les vagues. Mais avant de disparaître, ils ont éclaté une dernière fois, comme un signe de la dernière résistance de l'ancienne foi. Le Xe siècle fut une époque de confrontation entre les dieux, anciens et nouveaux. La flamme des feux de joie païens fumait encore, mais déjà les premières églises chrétiennes s'élevaient à proximité. Et les cheveux, autrefois symboles de fureur et de liberté, devinrent un sujet de discorde entre la foi et la tradition. Dans les sagas nordiques de cette époque, apparaît souvent l'image du guerrier tondu, un homme qui avait accepté la nouvelle foi, mais n'avait pas encore pu renoncer à son ancien sang. Ce n'est pas simplement une transition religieuse, c'est un point de rupture identitaire.
Les missionnaires chrétiens arrivés du Sud enseignaient « L'orgueil est un péché et l'homme doit être humble, non seulement dans son cœur, mais aussi dans son apparence ». Dans les cheveux longs, ils voyaient un symbole de sauvagerie, d'incontrôlabilité, de l'instinct bestial. Dans certaines régions, notamment au Danemark et aux îles Orcades, les prêtres exigeaient que les nouveaux convertis se coupent les cheveux courts, comme un signe de soumission au Christ. Et l'archéologie le confirme. Dans les couches de la fin du Xe siècle, on trouve de plus en plus de sépultures d'hommes aux cheveux et barbes soigneusement coupés, la trace de la manière dont la foi commença à dicter l'apparence. Mais pour les guerriers, c'était une trahison. Ils croyaient que les cheveux n'étaient pas un ornement, mais un vœu, une mémoire des ancêtres. Dans les poèmes de cette époque, on entend souvent la phrase « Mieux vaut mourir avec ses cheveux que vivre sans eux ». Même parmi les chefs chrétiens, il restait ceux qui conservaient secrètement l'ancienne symbolique. L'un d'eux, le jarl Håkon Sigurdsson, souverain de Norvège, qui avait officiellement accepté le baptême, mais continuait à offrir des dons à Odin. Les chroniques racontent qu'il portait de longs cheveux peignés en arrière, imprégnés de graisse, un signe de force que ni l'Église ni les rois n'avaient pu lui ôter. À cette période est également lié le terme drakkar, le long navire de guerre viking, orné d'une tête de dragon sculptée. Les cheveux des guerriers étaient souvent comparés à ces voiles, les mêmes vagues, le même mouvement. Quand un drakkar prenait la mer, des centaines de guerriers aux cheveux longs se tenaient sur le pont, et leurs tresses ondulaient, tels des drapeaux vivants. Pour les contemporains, c'était un spectacle terrifiant. Les chroniqueurs francs écrivaient « Ils sont comme une tempête, leurs cheveux flottent et leurs yeux brillent comme le feu dans la nuit ». C'est cette image qui deviendra plus tard la base des légendes sur l'armée sauvage du Nord. Les cheveux devinrent un langage d'identité à part entière. Par la forme de la coiffure, on pouvait déterminer l'origine d'une personne. Les guerriers de Suède tressaient souvent 2 tresses. Ceux de Norvège, une longue mèche attachée avec un cordon de cuir. Les Danois préféraient des cheveux plus courts mais une barbe épaisse. Ces distinctions n'étaient pas qu'une simple mode, elles avaient une signification sur le champ de bataille. Quand les navires approchaient du rivage, les ennemis pouvaient, à l'apparence des coiffures, comprendre qui arrivait, suédois, norvégien ou danois. C'était un code particulier que chaque guerrier connaissait. Les chroniques rapportent une autre coutume frappante, un rite de combat appelé blot. C'était un sacrifice aux dieux avant l'expédition, durant lequel les hommes aspergeaient leurs cheveux du sang d'un taureau ou d'un cheval. On croyait que le sang renforçait l'esprit et donnait de la force au combat. Les cheveux, imprégnés de sang, n'étaient pas lavés pendant des semaines. L'odeur de la mort devait effrayer les ennemis. Les archéologues ont effectivement trouvé des peignes sur lesquels des traces de sang et de graisse avaient été conservées. Et l'analyse a montré que ce n'était pas du sang humain, mais animal. Progressivement, les Vikings commencèrent à comprendre. Les cheveux longs n'étaient pas seulement un symbole, mais aussi un moyen d'intimidation. Sur le champ de bataille, la poussière, la sueur, le sang, tout se mélangeait, et les guerriers ressemblaient à des démons vivants. C'est ainsi que les moines les décrivaient dans les chroniques anglaises. Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres aux cheveux, comme des serpents. Cette image s'ancra fermement dans la conscience européenne et devint une arme de guerre psychologique. Mais au sein même de la société nordique, quelque chose de plus grand se produisait. Des guerriers d'un nouveau type apparurent, des professionnels, pour qui l'essentiel n'était pas la fureur, mais la discipline. On les appelait huskarl, les gardes du corps personnel des konungs. Contrairement aux anciens berserkers, ces hommes portaient des coiffures courtes soignées et des barbes entretenues. Les cheveux n'étaient plus un signe de folie, ils signifiaient désormais la loyauté, l'ordre et l'honneur. Et pourtant, même chez les huskarls, une tradition subsistait. Avant le combat, ils laissaient une mèche qu'ils ne touchaient pas tant qu'ils étaient en vie. Cette mèche était appelée le fil du destin. Elle n'était coupée qu'après la mort du guerrier. Ainsi, les cheveux devinrent un pont entre l'ancienne et la nouvelle foi, entre la fureur et la discipline. En eux vivait le souvenir des dieux anciens, mais on sentait déjà le froid du fer chrétien. Le Nord se préparait à une nouvelle ère, une ère où les cheveux longs cesseraient d'être une arme, mais resteraient un signe de l'esprit indompté. Et pourtant, une génération de plus devait prouver que la force du Viking ne résidait pas dans son épée, mais dans ce qu'il portait sur sa tête, comme une couronne de sa propre fierté.
Le début du XIe siècle fut l'époque où les cheveux des hommes du Nord se transformèrent définitivement en un signe de pouvoir, de statut et de mémoire. L'ancienne symbolique ne disparut pas, elle changea d'apparence. Désormais, les cheveux longs n'étaient plus portés par des sauvages et des berserkers, mais par des rois et des jarls, transformant l'ancien vœu en un signe de noblesse. C'est précisément à cette époque qu'apparaissent des descriptions de la manière dont les konums et les nobles guerriers commencent à tresser leurs cheveux en motifs complexes, y entremêlant des fils d'argent, des plumes et des amulettes. Les archéologues ont trouvé dans les sépultures du Gotland des ornements qui étaient auparavant considérés comme féminins, mais qui sont désormais associés aux coiffures masculines. Les cheveux devinrent une toile sur laquelle s'écrivait l'histoire du lignage. L'historien Adam de Brême écrivit à propos des Vikings arrivés en Germanie: « Ils sont soignés, leurs cheveux sont lavés et embaument, comme avec du baume. » Ce contraste frappait. Ceux que l'on craignait naguère comme des sauvages impressionnaient désormais par leur propreté et leur netteté. Mais derrière ce changement extérieur se cachait le même ancien culte de la force. Les sagas nordiques racontaient qu'un homme se devait d'être soigné et redoutable à la fois. Les cheveux devinrent un moyen d'inspirer le respect, non pour la sauvagerie, mais pour la dignité. À cette époque apparaît un nouveau terme, drotten, signifiant seigneur, chef de la troupe. Ces cheveux étaient considérés comme sacrés, car à travers eux, selon la croyance des guerriers, coulait le lad, la grâce, l'énergie du souverain qui liait les hommes. Un konung qui se coupait les cheveux perdait le droit symbolique de mener l'armée. C'est pourquoi lorsque Olav le Saint accepta le baptême, il conserva ses cheveux longs. Cela suscita des controverses parmi les prêtres, mais renforça son pouvoir auprès du peuple. Les chroniques rapportent que les guerriers d'Olav portaient les cheveux jusqu'aux épaules, les peignaient soigneusement avant le combat et les enduisaient de graisse. C'était un rituel de concentration, un rappel des temps anciens. Selon les observations des archéologues, les peignes trouvés dans les couches du XIe siècle deviennent de plus en plus raffinés, fabriqués à partir d'os, d'ambre et d'argent. Cela indique que le soin des cheveux devint un élément de culture et non seulement de superstition. Mais parmi les simples guerriers, le culte des cheveux vivait encore sa propre vie, plus austère. Lorsqu'un navire partait en raid, les hommes prêtaient serment de ne pas se couper les cheveux tant qu'ils ne seraient pas rentrés chez eux avec le butin. Ce vœu était appelé la Sainte Tresse. Sa violation était considérée non seulement comme une faiblesse, mais comme un crime contre toute la troupe. Il est connu un cas où un guerrier qui s'était coupé les cheveux à cause de la chaleur en route fut jeté par-dessus bord, non par cruauté, mais par crainte d'une malédiction. La symbolique des cheveux se manifestait également dans le rituel funéraire. Lorsqu'un jarl périssait, sa femme ou son esclave était forcée de couper une mèche de cheveux et de la déposer dans la tombe. C'était le dernier lien entre les vivants et les morts. Dans la saga de Gisli, il est décrit comment la veuve du héros, avant de brûler le corps de son mari, se coupa la tresse et la jeta au feu avec ces mots: « Que mon esprit suive sa force ». Les scientifiques étudiant les sépultures de cette période ont effectivement trouvé des cheveux féminins dans les urnes contenant les cendres des guerriers, une confirmation directe de cette coutume. Dans les villes où les Vikings commencèrent à se mêler au peuple d'Europe, les cheveux devinrent un signe d'origine. Les Scandinaves se distinguaient par eux, comme par un passeport. À Londres au XIe siècle, où s'installaient les mercenaires du Nord, on les surnommait les hommes du Nord aux cheveux longs. Les habitants locaux créèrent même un proverbe. Si tu vois un homme aux cheveux comme un champ de lin, ne discute pas avec lui, il vient de la mer. Les cheveux devinrent une métaphore de la force et de la peur que suscitaient encore les descendants des Vikings. Avec le temps, l'image de l'homme du Nord aux cheveux longs commença à entrer dans les légendes. L'escalde racontait que chaque cheveu sur la tête d'un guerrier était un fil du destin, tissé par les Nornes, déesses du destin. De là naquit la coutume de ne pas se peigner les cheveux avant la bataille afin de ne pas emmêler le destin. Certains scientifiques modernes y voient le reflet d'un ancien totémisme. Les cheveux étaient perçus comme une extension de l'âme. Cependant, avec la croissance du pouvoir chrétien, l'attitude envers eux commença à changer.
Les nouveaux monastères enseignaient aux Scandinaves l'humilité et la propreté, et les cheveux longs furent de plus en plus associés à l'orgueil. Au concile de Lund, à la fin du XIe siècle, les évêques condamnèrent directement l'habitude des guerriers de porter les cheveux jusqu'aux épaules. Ils exigeaient des coupes courtes au nom de la pureté et de l'ordre. Mais plus l'Église interdisait, plus les hommes du Nord s'accrochaient à leur ancienne symbolique. Les cheveux devinrent une forme de résistance, un défi silencieux. Lorsque les missionnaires coupaient les cheveux des jeunes guerriers, ceux-ci laissaient secrètement repousser leurs mèches. Et même parmi les prêtres, il y avait ceux qui continuaient secrètement à croire en leur pouvoir. Une chronique islandaise a conservé cette note. Le vieux moine, avant de mourir, dit « Ne touche pas aux cheveux tant que l'esprit n'a pas quitté le corps, car la mémoire y demeure. » Cette phrase, peut-être, reflète le mieux l'attitude des hommes du Nord envers les cheveux à cette époque, non comme un ornement, mais comme une partie vivante de l'homme lui-même. Et pourtant, un nouveau soleil se levait déjà sur la Scandinavie. Les anciennes croyances s'éteignaient, les berserkers disparaissaient et des psaumes résonnaient à la place des chants d'escaldes. Mais les cheveux, ces témoins silencieux des changements, ont conservé ce que ni l'épée ni la croix n'ont pu détruire. La conviction que la force de l'homme ne commence pas avec l'arme, mais avec ce qu'il porte sur lui, comme un étendard. Au milieu du XIe siècle, le monde viking n'était plus celui que connaissaient les ancêtres. Le commerce remplaça les pillages, les églises chrétiennes supplantèrent les sanctuaires d'Odin, et il semblait que le vieux Nord s'éteignait. Mais c'est précisément alors que les cheveux longs des Vikings acquirent une nouvelle signification. Ils devinrent un symbole de la mémoire de la liberté. Les guerriers, qui se souvenaient encore des serments anciens, les portaient non par mode et non pour les dieux, mais pour ne pas oublier qui ils avaient été. Les chroniques de l'époque relatent l'armée rassemblée par le roi Knut le Grand, celui-là même qui régna non seulement sur le Danemark et la Norvège, mais aussi sur l'Angleterre. Sa troupe était composée des meilleurs guerriers du Nord, et presque tous portaient les cheveux longs, malgré les ordres des prêtres. Les moines anglais écrivaient avec réprobation « Ils gardent leurs cheveux longs, tels des lions, et en sont fiers comme d'une arme ». Et ce n'était pas une exagération, les cheveux restaient encore un signe d'appartenance à la fraternité guerrière, un rappel que leur monde était bâti non sur la prière, mais sur les épées. Les huskarls, la garde personnelle du roi, jouaient un rôle particulier. Contrairement aux soldats ordinaires, ils conservaient des éléments de l'ancienne symbolique. Ils tressaient une mèche à l'arrière de la tête et l'enroulaient d'un fil d'argent. Cette mèche s'appelait Konungsar, le cheveu du roi. On croyait que, tant qu'elle était intacte, le guerrier était lié par un serment de fidélité au souverain. Les archéologues ont découvert des rubans d'argent gravés de runes qui auraient pu être utilisés précisément pour ce rituel. C'était un fil invisible entre l'ancien monde païen et la nouvelle monarchie. Mais tous n'acceptaient pas cette nouvelle discipline. Dans les terres du Nord, aux confins de la Norvège et de l'Islande, vivaient encore des gens qui se nommaient les vieux croyants de l'épée. Ils rejetaient l'Église et les rois, mais conservaient pieusement les anciennes traditions, y compris le culte des cheveux. Selon les témoignages des sagas islandaises, ces hommes ne se coupaient les cheveux que dans 2 cas, lorsqu'ils perdaient leur honneur ou lorsqu'ils désiraient eux-mêmes quitter la vie. Pour eux, les cheveux n'étaient pas seulement une partie du corps, mais la dernière preuve de liberté. L'un des derniers à incarner cet ancien vœu fut Harold le Sévère, ce même konung qui périt à la bataille de Stamford Bridge en 1066. Les contemporains écrivaient que ses cheveux étaient si longs qu'il fallait les tresser en 3 nattes. Avant la dernière bataille, il ordonna à ses guerriers de délier leurs cheveux, afin que le vent du Nord les parcourt comme le souffle des dieux. Lorsqu'il tomba, son corps fut identifié précisément par ses cheveux, entrelacés d'un ruban d'or, symbole que même la mort ne peut priver un homme de sa force s'il tient son serment. Le terme qui désignait alors les guerriers aux cheveux longs était « langhair », du vieux norrois aux longs cheveux. Il sonnait déjà presque comme un surnom d'un temps révolu. Dans les chants d'escaldes, les langhair étaient mentionnés comme « les derniers enfants de la mer ». Leurs cheveux étaient comparés aux chemins des navires et les mèches aux vagues sur lesquelles s'envolent les âmes. Dans un poème islandais, il est dit « Quand la mer appelle, les cheveux du guerrier se dressent, tels des voiles ».
Il est intéressant de noter que même parmi les peuples conquis par les Vikings, des traces de respect pour cette tradition ont subsisté. Dans l'épopée anglaise Beowulf, enregistrée après la christianisation, le héros est décrit comme un guerrier aux cheveux qui brillent comme l'acier. Les chercheurs estiment que cette image est née sous l'influence des hommes du Nord. Les cheveux devinrent une métaphore de la bravoure, que ni le sang ni le temps ne pouvaient effacer. Lorsque les anciennes troupes se sont dispersées et que leurs descendants sont devenus propriétaires terriens, les cheveux longs sont passés en héritage. Ce n'était plus un signe de guerre, mais un symbole de lignage. Dans certaines familles de Scandinavie, il existait une coutume de conserver une mèche de cheveux d'un ancêtre dans un coffret en bois, le min. C'était une sorte de relique, une preuve d'origine. De tels coffrets sont encore découverts aujourd'hui dans d'anciens tumulus. À l'intérieur gisent des mèches tressées, entourées de fils de cuivre. Progressivement, dans l'esprit des gens, les cheveux devinrent non pas une arme, mais une mémoire. Mais une mémoire dans laquelle vivait encore la fierté. Même des siècles plus tard, quand les Vikings n'existaient plus, leur image perdura à travers les longs cheveux des guerriers nordiques, des paysans suédois, des marins norvégiens, des skaldes islandais. Les cheveux devinrent un rappel silencieux d'un monde où l'honneur valait la vie et où la force ne se mesurait pas au nombre de terres, mais à la longueur de la mèche que l'on avait gagnée par le sang. Cependant, ce symbole connut une autre transformation. Dans les chroniques médiévales tardives, on peut lire comment les moines condamnaient déjà les cheveux longs comme une trace de barbarie. Mais c'est précisément ce mépris qui permit à la mémoire de survivre. Tout ce qui est interdit vit plus longtemps. Les gens racontaient encore des histoires de guerriers qui ne laissaient personne toucher leur tête, même avant la mort. Ils disaient que tant que les cheveux étaient intacts, l'esprit n'était pas soumis. Ainsi, le vieil engagement, jadis prononcé sous le rugissement de la tempête et le cliquetis des épées, se transforma en une légende culturelle. Les cheveux devinrent le dernier pont entre les époques, entre la mer et la croix, entre la liberté et la loi. Et bien que le monde ait changé, leur signification est restée la même. La force du viking ne meurt pas, elle se cache simplement sous la peau, comme une mémoire tressée dans une natte. Lorsque les tempêtes du Nord se sont apaisées et que les épées ont depuis longtemps rouillé, la légende des guerriers aux cheveux longs n'a pas disparu. Elle a traversé les siècles, évoluant avec ceux qui se souvenaient du goût du sel et du fer. Pour les descendants des Vikings, les cheveux devinrent non seulement un ornement, mais un symbole de ce que l'homme ne devait incliner la tête ni devant les dieux, ni devant la peur. Même au XIIIe siècle, alors que la Scandinavie vivait déjà selon les lois de l'Église, les sagas continuaient de dire « Dans les cheveux du guerrier dort son destin ». Les archéologues, en explorant les sépultures anciennes, trouvaient des restes de peignes, de ciseaux, d'amulettes, des objets qui accompagnaient les hommes du Nord de la naissance à la mort. En eux vivait le souvenir d'un temps où chaque contact avec les cheveux était un rituel. Les chercheurs estiment que les cheveux longs aidaient les Vikings non seulement à conserver la chaleur, mais aussi à survivre dans un autre sens, en tant que peuple capable de se souvenir de leur passé. Car tant que tu te souviens de qui tu es vivant. Les historiens débattent pourquoi précisément les cheveux sont devenus sacrés pour eux. Certains parlent de praticité, d'autres de symbolique. Mais la vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Les cheveux du Viking étaient comme son épée. Une partie du corps, une partie de l'honneur, une partie de l'âme. Les perdre signifiait se perdre soi-même. Et quand, dans l'Europe chrétienne, la coupe courte devint un symbole d'humilité, les cheveux longs des hommes du Nord rappelaient qu'il existait une autre force, celle de la liberté intérieure. Elle ne requiert pas d'autel, n'a pas besoin de bénédiction. Elle vit en l'homme, comme le souffle de la mer dans sa poitrine. Aujourd'hui, 1000 ans plus tard, l'image du Viking aux cheveux longs vit toujours, dans les films, dans les livres, dans notre mémoire collective. Mais derrière cette image, il n'y a pas que l'apparence. C'est un défi. C'est le souvenir d'un temps où l'homme ne demandait pas la permission d'être lui-même. Et maintenant, sachant pourquoi les Vikings portaient les cheveux longs, pose-toi la question. Si la force n'est pas l'épée, mais l'esprit qui vit à l'intérieur, alors qu'est-ce qui est aujourd'hui ta tresse, ton signe de liberté, que tu ne permettras jamais de couper?